qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut innover, et voir quelques actions, comment on peut faire depuis les écosystèmes KICS. Vous avez en parlé de l'inclusion, avec un focus spécial dans les populations vulnérables de notre région. On a parlé des enfants avec des handicaps qui vivent dans la pauvreté, dans des zones marginales, les enfants qui sont privés, les jeunes privés de liberté, et aussi dans une situation que notre région affronte, qui est la migration. Ceci a été répété aussi dans plusieurs interventions comme une problématique importante qu'on partage les pays d'Amérique latine et les Caraïbes. On voulait commencer, ouvrir cet espace avec une vidéo qui vraiment nous montre la réalité des enfants d'Haïti qui ont migré en Amérique du Sud par des contextes différents. Une situation qui se partage avec la migration de différentes nationalités et différents territoires de notre région. On espère qu'en regardant la vidéo, ces témoignages-là nous motivent à agir et à assurer que toutes les personnes, indépendamment de leur contexte ou de leur diversité, arrivent à avoir les mêmes opportunités tout le long de leur trajectoire éducative. Donc, je vous laisse avec cette vidéo-là pour commencer notre dîner. Désolée, mais je n'ai pas de son pour pouvoir faire l'interprétation. Dans notre région, plus de 8,5 millions d'enfants et adolescents ont migré. Ils sont partis de la violence, de la famine, de la pauvreté et des désastres naturels. La plupart viennent du Venezuela, d'Haïti et de l'Amérique centrale. Trois phénomènes migratoires importants dans notre région, mais aussi au niveau global. Chacun de 4 migrants est un enfant. Et la plupart, plus de 91%, de moins de 11 ans. Toutes ces histoires de vie, leurs journées sont marquées par la douleur, la discrimination, mais aussi par la résilience et spécialement l'espoir d'un meilleur futur. L'école reçoit des enfants avec beaucoup de douleur, de peine. Je ne peux pas rester éloignée de la douleur des enfants, car ce sont des enfants qui ont beaucoup de douleur. Ce sont des enfants qui ont laissé leurs racines, leur odeur natale, ses formes, ses couleurs. On ne peut pas mettre tous nos mémoires et les mettre dans une mallette et partir. On ne peut pas faire ça. Il y a des enfants qui ont passé par plusieurs migrations. Ils se rappellent de la douleur et de la peur. Le froid, la fatigue quand ils marchent la nuit, les armes, le manque de sommeil, l'humidité, les cris et dans certains cas, la mort de personnes qui meurent dans le trajet. Un des défis les plus importants des enfants qui migrent, c'est de continuer leurs études et ne pas voir leur processus d'éducation interrompu. Les pays doivent éliminer les barrières qui limitent l'accès des enfants à l'éducation. Mais ça ne suffit pas que les enfants soient
à l'intérieur de l'école. Ils doivent se sentir sûrs, accueillis, ils doivent se sentir partie de la communauté qui les reçoit. De cette manière, ils peuvent développer et se développer. Très souvent, ils ne parlent pas de la langue et ils ont besoin d'un traducteur. Le système éducatif ne nous donne pas des traducteurs ou des outils avec lesquels on puisse interagir. On interagit avec nos portables en utilisant des traducteurs pour arriver à nous faire comprendre. Les étudiants arrivent avec une brèche académique qui devient encore plus grande car ils ne parlent pas espagnol. Donc, l'étudiant ne peut pas suivre les cours, ne peut pas suivre le rythme de ses camarades. Et il y a aussi un vide. On n'a pas de politique publique qui nous aide à, à niveler ou avoir plus de professeurs et d'autres professionnels de l'éducation qui puissent nous aider à pouvoir niveler cette brèche qui existe entre nos étudiants qui ont eu un trajet dans notre école avec les étudiants qui ont migré. Quand un étranger n'a pas encore entré au système, ne compte pas, il n'existe pas, il n'est pas là. Alors les ressources n'arrivent pas pour eux. Il faut faire visible ces enfants pour le système. Sinon, les ressources n'arrivent pas. Pour aborder ces problèmes, en 2016, Suma a créé pour et par les pays sous le leadership de la Banque. Et maintenant, nous travaillons avec 21 pays. Nous faisons la recherche en développant et innovant les politiques plus efficaces pour impacter dans les apprentissages, mais aussi pour éliminer les brèches d'injustice dans des groupes comme les enfants immigrants, mais aussi avec d'autres groupes qui sont exclus de manière systématique. On veut que Suma veut que l'école soit un lieu d'inclusion. Nous croyons que tous peuvent apprendre quand ils reçoivent l'éducation correcte. Nous travaillons directement avec les écoles. Nous donnons du support aux professeurs pour transformer leurs pratiques pédagogiques. Mais comment? Nous cherchons à qu'ils puissent promouvoir des pratiques basées sur le dialogue et la collaboration entre les étudiants de manière à motiver les étudiants, à les engager vers ce qui se passe dans la classe et que chacun apporte son histoire de manière à renforcer leur apprentissage et celui des autres. Les professeurs doivent développer certaines caractéristiques, ils doivent identifier la diversité culturelle qui existe dans la classe et comprendre qu'il y a une valeur qui leur permet d'enrichir leur processus pédagogique. Aborder le thème des enfants migrants n'est pas seulement une matière d'humanité. C'est un devoir éthique de garantir le droit humain à l'éducation. Nous avons besoin de travailler ensemble entre les ministères de l'Éducation, l'Académie, les NGO, les organismes internationaux pour garantir ce droit si important. C'est pour ça qu'on a créé KICS, cette initiative si importante du JPE qui est aussi appuyée et qui cherche en Amérique latine et dans les Caraïbes de travailler avec les différents acteurs et les gouvernements pour établir des agendas prioritaires, pour faire de la recherche et finalement, et ce qui est le plus important, pour développer des politiques qui soient effectives, basées sur les principes de justice sociale, mais basées sur l'évidence. Nous avons le devoir éthique d'utiliser de manière éthique les ressources que nous avons dans nos économies, des économies qui ont souffert les crises économiques, mais on ne peut pas laisser de côté l'éducation. Nous devons travailler tous ensemble comme ce qu'on est en train de faire ici à KICS. Je crois que la migration a été un phénomène dans l'Amérique latine et les politiques doivent le considérer pour appuyer ces enfants
qui finalement deviennent le futur des pays. Maintenant, je sens que j'appartiens à ce pays. Et pour cela, je suis la présidente du centre d'études et un de mes meilleurs souhaits est que je veux devenir avocate pour aider ceux qui ont le plus de besoins, pour aider que les nouvelles générations sachent que les migrants peuvent avoir du succès dans d'autres pays. Merci pour le support et l'éducation. Je le reçois ici. Maintenant, je sais que j'ai une nouvelle chance et un meilleur futur. Donc, une vidéo très inspirateur. Évidence, pas que données. Ce sont vraiment des histoires réelles, des témoignages comme ceux-là. Des filles, des écoles, des professeurs. La migration est justement un des plusieurs problèmes qu'on a dans la région, de ces défis qu'on nous invite à penser à des solutions radicales et innovatrices, transformatrices. Avec cela, je veux aussi le connecter avec ce que Rukmini va nous raconter. Va nous parler des solutions pour transformer nos systèmes éducatrices. Rukmini Banerjee est la directrice générale de la Fondation Pratham et le prix Yadam 2021 au développement de l'éducation. Je vais remercier à l'association Yadam Price et à son directeur pour collaborer avec cet événement-là, avec la participation de Rukmini. Pratham, c'est une des associations non gouvernementales les plus grandes de l'Inde, dont leur objectif est d'améliorer l'éducation infantile dans tout le pays. Pratham est né avec l'objectif d'universaliser l'éducation à la ville de Bombay. Et cette organisation-là, maintenant, elle est partout en Inde en créant des programmes effectifs et réplicables pour éliminer les lacunes du système éducatif. Rukmini, aujourd'hui, elle va nous expliquer, elle va nous en parler, elle va nous faire une présentation appelée Transformer les écoles pour impulser les écritures. Ceci a impacté plein d'enfants en Inde et on espère que ça va inspirer beaucoup de personnes ici en Amérique latine. Donc, Rukmini. Merci beaucoup. C'est difficile de parler vers le dîner, mais c'est bien de voir que tout le monde est réveillé et avec beaucoup d'attention. C'est 20 heures et quelques. C'est 8 heures du matin en Inde. C'est l'heure d'aller à l'école. Et je vais penser à inviter quelques enfants pour qu'ils viennent à l'école ce matin avec vous. Donc, on va mettre un petit vidéo.
à partir de 5 ans. Supporter les enfants dans leurs années du début va assurer un développement durable. Une fondation forte va mettre les pas pour un futur apprentissage dans leur vie scolaire. Qui est responsable pour qu'un enfant grandisse et apprend dans une journée saine? C'est une mission de la société. Ce n'est pas seulement le fait d'apprendre des thèmes comme social, cognitif, émotionnel. Notre objectif est de travailler en un développement holistique. On a eu du succès à créer avec les parents et les communautés, à supporter les enfants, surtout dans leurs premières années d'escolarisation, pour assurer un fondament fort où les enfants peuvent transitionner au premier degré, répondre à des questions, avoir confiance avec eux, être enthousiaste, avoir envie de participer en cours, la joie d'être en cours. Ceci est très important. L'enseignement fondamental en mathématiques est basique, mais ça sert aussi comme un des blocs et des fondaments pour que les enfants puissent, et les grands aussi. Ensemble, on peut faire la différence. On peut être sûr que nos enfants arrivent à avoir des fondations fortes. Je crois que nous avons tous le désir d'avoir des fondements d'apprentissage universels. Dans ce vidéo, on parle de l'importance de ces blocs de construction. Nous allons parler sur comment comment est-ce qu'on développe en Inde. On pense à nos enfants et on a été surpris de voir des problèmes similaires qui existent aussi dans d'autres régions du monde. Alors, cette approche qui s'appelle Teaching at the Right Level, enseigner au bon niveau, a été développée en Inde, est allé à différents lieux, il a aussi été évalué. Je ne veux pas parler de cela, car il y a de l'information écrite, mais le travail s'est fait dans beaucoup de pays en Afrique, des plans pilotes en Amérique latine et de l'Amérique centrale. Et moi, je vais parler spécifiquement du travail qu'on fait en Inde. Je vais aussi partager avec vous sur un groupe particulier d'âge. Comme on a déjà parlé, il y a différents euh, intervalles d'âge. Nous allons commencer avec une nouvelle politique éducative que nous avons en Inde. En 2020, nous avons commencé avec l'opération au milieu de la pandémie. Toutes les écoles ont été fermées presque
pendant 2 ans et la politique éducative a été lancée en juillet 2020. Et quand on regarde vers l'arrière, on a vu que ça a été un bon moment de le faire car tout le monde était à la maison et ils ont eu le temps pour penser. Car quand on est dans un système qui bouge beaucoup, c'est difficile de s'arrêter pour penser. Alors, on pense que le travail avec la politique qui avait été planifié et son lancement a permis que tous les pays absorbent cette politique. Notre système scolaire commence au niveau 1 et on voyait au niveau 1 que les enfants avaient de la première année avaient été en retard et d'autres qui étaient avancés. Alors la nouvelle politique de l'éducation, les premières années fera aussi partie de ce système. C'est-à-dire qu'on a inclus la partie préscolaire. Il y a des différentes régulations et guides. Alors, on a considéré les années de maternelle et on a eu les idées de préparer pour que les enfants de 3 à 8 se trouvent dans un état de fondement où il faut développer ces blocs de construction. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle l'école primaire de 3, 4 et 5 et ensuite on a le système secondaire. Ce que nous avons vu que les enfants apprennent de manière différente. Le niveau cognitif est différent pour chaque enfant. Alors, ce qu'on fait, et ce qu'on a déjà mentionné beaucoup aujourd'hui, il faut considérer tout cela, tout l'enfant de manière intégrale, aussi son cerveau, ses mains et aussi la famille. Notre politique dit des choses claires. Elle dit beaucoup de choses que dit la politique, mais je pense qu'une des parties les plus claires est de dire qu'à la fin du verre, on veut que les enfants aient développé ces compétences d'écriture, lecture et numérique. Et si on n'arrive pas à avoir ça, le reste de la réforme éducative n'aura pas de significat. Alors, le but, l'objectif est que le chronogramme à l'urgence que nous avons vu depuis que l'Inde est devenue indépendante, c'est un grand défi de dire que nous devons chercher cela, nous devons poursuivre cela. Nous avons des enfants qui arrivent au-delà du grade 3, du niveau 3, mais qui n'ont pas eu un bon apprentissage. Et ce que je peux vous dire aujourd'hui est basé sur ce qui se fait aujourd'hui et ce qui peut se faire avec le niveau 3. Les enfants qui sont à l'école, dans beaucoup de pays comme le nôtre, le 80%, 18, sont inscrits à l'école. On m'a dit qu'au niveau 3, la plupart des enfants qui sont inscrits, le mot inscrit, c'est formel. Qu'est-ce que ça veut dire inscription? Alors, j'ai demandé aux élèves du niveau 4 a dit, je voulais savoir s'il savait lire. Il a dit Namankan, qui veut dire inscription. Et cela veut dire que le nom de l'enfant est à l'école et le numéro qui est au-dessus est l'assistance. Ça veut dire que je vais à l'école. Nous avons des chiffres. Nous avons beaucoup d'enfants qui sont inscrits. Mais est-ce que je suis en train de faire à l'école tout ce que je dois faire? Je crois que le rendement, que la performance est assez basse.
En Inde, nous avons le nom des enfants inscrits, mais il faut garantir que les compétences soient correspondantes à aux années que l'élève passe à l'école. Si on ne construit pas les pas de manière solide, on a plus d'enfants qui restent derrière. Alors, cela a des implications pour le développement économique et a une implication assez grande comme identité, comment est-ce que tu te sens et qu'est-ce que tu peux faire quand tu seras grand. Ce que je veux vous raconter aujourd'hui, c'est qu'on est arrivé que presque tous sont à l'école, mais si j'ai tous les enfants inscrits, mais mes parents voient que hier, aujourd'hui, il n'y a pas de changement, je me préoccupe et ils vont se demander pourquoi est-ce que je devrais gaspiller en éducation si ça ne change rien. Alors pourquoi est-ce que les enfants sont en retard? Nous connaissons tous les raisons. Les raisons de à la maison et aussi à l'école. Il y a des raisons et l'important est que malgré les raisons qu'on a, il faut travailler vite pour que savoir comment est-ce qu'on peut aller au-delà de ces défis. Alors, avant de parler de la solution, je voulais passer quelques minutes pour partager et savoir où sont nos enfants maintenant, dans quelle classe, quelles sont les expectatives. On a des études qui ont été faites et comme des professeurs, où se trouve mon élève, est-ce que tu peux lire cela? Par exemple, un élève qui se trouve au niveau 3 doit pouvoir lire, mais si on demande par exemple à un enfant qui s'appelle Javier, tu penses que tu lis ça? Et très souvent, les parents vont surestimer les compétences des enfants. Et quand nous sommes à l'intérieur de l'école, ce n'est pas très visible de savoir où se trouve l'élève. Comment savoir où se trouve l'enfant? Nous avons un outil qui se trouve en hindi. Nous voyons la structure de ce langage et nous voyons des lettres. C'est comme ça qu'on voit les textes, des phrases qui sont connectées. Nous avons cette histoire. C'est une histoire qui est prévue pour les enfants de deuxième année. Ici, on peut dire si l'enfant se trouve à un tel niveau et j'ai une idée de la composition avec les enfants avec lesquels je travaille. Si j'utilise un outil comme celui-ci, où se trouve l'Inde aujourd'hui? Ici, vous pouvez voir les chiffres de 2024. Nous avons fait une enquête qui s'appelle le rapport ACER. Le rapport nous dit mesure l'impact. Beaucoup de personnes ont fait cette évaluation et nous donnent un estimé de ce qu'on voit. Je ne sais pas si vous pouvez voir les chiffres en bas, mais moi, je peux décrire mon pays et les conditions actuelles d'apprentissage des bases avec cet outil. Nous avons ajusté l'outil en 5 niveaux.
c'est progressif. Par exemple, tu peux lire des lettres, mais tu ne peux pas lire des mots. Tu peux lire des textes, mais pas très longs. Et finalement, tu peux lire à haut niveau et tu peux lire au-delà. Que ce que fait l'année 3, 4 et 5. D'abord, on voit dans l'année 3, c'est le niveau le plus haut qu'on attend à la classe numéro 3 et on voit que le 30% des élèves qui sont en grade 3, le 30%, cela veut dire que le 70% ont passé au grade 3, mais ils n'ont pas les compétences. Cela veut dire que dans notre société, dans notre communauté, nous sommes déjà en retard, car le 70% des enfants n'ont pas les compétences nécessaires. Donc, on va continuer à se maintenir en retard. En termes d'égalité, d'inclusion, de confiance, je pense que seulement dans notre système, on mène les enfants à ce niveau. Donc, il faut réfléchir. En 2024, nous avons des enfants qui ont subi le Covid. Et je crois que si je regarde le niveau 5, par exemple, vous pouvez voir la dernière ligne qui capture la difficulté de notre contexte. Au niveau 5, nous avons la moitié des enfants qui ont pu lire des textes basiques, essentiels. Mais l'autre moitié, l'autre 50%, n'a pas les compétences. C'est-à-dire presque le 50% des enfants en classe, en 5e année, ne peuvent pas lire un texte. Donc, ils sont en retard. Seulement, ils peuvent, un 11% qui peut lire seulement des lettres. Moi, je suis professeur de l'année 5 et je dois enseigner le programme éducatif de niveau 5. Mais dans ma préparation, qu'est-ce que je fais? Tu prépares la leçon et tu enseignes cela. Il y a des parents qui veulent voir les rapports et les notes et la réalité et à qui je suis en train d'enseigner. Car seulement le 50% est capable de lire un texte. Mais cela varie selon les départements, etc. Ça, c'est l'inégalité qui affecte non seulement les enfants qui sont dans la partie d'inégalité, mais comme nous sommes dans le monde ensemble, cela affecte aussi ceux qui ont un bon niveau. Alors, il faut changer. Et comment est-ce qu'on peut faire ce changement pour atteindre l'objectif national? L'objectif national que nous avons, on peut l'atteindre, mais qu'est-ce qu'on va faire avec les enfants qui sont à l'année 3? Il faut nous assurer qu'ils aient les fondements en écriture et lecture. Ça, c'est pour tout le pays. Nous travaillons dans la salle de classe et ça, c'est le même résultat. Dans mon école, j'ai 50 élèves dans l'année 3, 4 et 5. Je n'ai jamais parlé avec des personnes qui mangent, mais vous êtes une très bonne audience. Il m'a dit que si je voulais dîner, je devais chanter. Sans ces chiffres, je ne peux pas vous montrer la réalité de ce qui se passe dans la classe. Alors, chaque classe, alors j'ai des enfants
et des professeurs. Et si on pense au système scolaire, chaque on parle aussi de l'âge. Il faut travailler avec les différents livres, avec les différents niveaux des enfants. Il y a un problème car à qui j'enseigne dans la classe? Ici, je vois qu'on ne peut pas prendre des ressources extérieures. Je dois travailler dans la classe. Est-ce que tu as du temps? Tu peux le réorganiser. Et on peut les organiser. Et on peut avoir ce mouvement de ressources. On peut le faire d'une façon différente. Le problème, c'est qu'il y a une grande inégalité et ceci rend très problématique l'enseignement. Donc, comment est-ce qu'on maintient cette situation avec un succès? Donc, les lignes rouges veulent nous montrer, indiquent d'enseigner dans cette classe-là. Donc, si on va enseigner tous ces enfants-là, pas comme des rangs, mais comme des colonnes, et on va avoir ces trois grands rangs ou les groupes d'âge. Par exemple, en Inde, on va voir un prof qui va faire des cours dans deux sections. Donc, nous, on change le système d'opération. C'est comme faire un business. Et en utilisant les colonnes. Donc, vous pouvez voir que si je mets les élèves comme ça ensemble, et on peut voir de combien ça prend de temps, on a la même quantité d'enfants, mais les profs vont enseigner un groupe un peu plus homogène. Donc, peu importe le niveau où tu te trouves maintenant, moi j'aimerais commencer avec ton niveau. Et si je commence avec ton niveau, je veux voir qu'est-ce que tu as besoin pour t'amener au niveau où tu peux être. Donc ça, c'est le bon niveau. Je parlais dans une conférence et quelqu'un m'a demandé, donc tu peux dire que tu dis qu'on est en train d'enseigner dans le mauvais niveau. C'est pas ça, mais il doit y avoir un balance entre l'expectative du curriculum, du programme et l'enseignement. Donc des élèves qui peuvent venir avec moins de compétences, des enfants qui peuvent rester à ce niveau-là, mais 90% des élèves qui sont à l'école peuvent commencer avec des différents points de démarrage et chaque enfant peut apprendre, donc on peut changer comment je peux tout modifier pour te recevoir et comment t'enseigner. Donc il y a beaucoup de versions, je ne vais pas vous ennuyer avec ça. On a fait ça pendant le temps de vacances avec des volontaires, avec des professeurs, en regardant vraiment l'opportunité pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir emmener vers le haut nos élèves. Le style pour les élèves qui ont plus de 8 ans ou plus. Les enfants entre 7 et 8 ans, cognitivement, peuvent se déplacer plus vite. Je ne peux pas dire qu'ils peuvent faire des choses super vite comme des jeunes ou des petits enfants parce que ça prend du temps. Mais juste en se concentrant sur le basique pour les enfants de plus de 8 ans, on va voir ce qu'on peut faire. Qu'est-ce qui se passe dans une classe ou dans un salon? On commence avec le contrôle. On sait ce que chaque enfant peut faire et où sont ses faiblesses. On va les regrouper par niveau. Dans une petite école, ils ne doivent pas aller partout dans de différents niveaux, mais une fois on a les groupes faits, on va mettre un professeur dans chaque groupe et après à chaque groupe, on va faire des activités qui sont au niveau du groupe. Et des fois, ils vont avoir des grands défis pour avancer ou de façon aussi individuelle. On va faire des petites évaluations aussi parce que la composition des groupes change vite fait. Dans les programmes que nous, on utilise, on voit que chaque 10 enfants, l'enfant peut faire un saut.
Avant qu'il ait le temps de dire je vais rester ici, poum, il a déjà sauté dans un autre groupe et dans un autre. C'est important d'avoir une vision. Une fois le train est parti, il peut partir vite fait et on peut revoir ce cercle-là parce qu'on a fait quelque chose qui peut se changer dans la deuxième tournée ou dans la suivante. Un travail simple, on a besoin d'un niveau avec flexibilité parce que ma classe peut être différente de ta classe et donc on a des activités en commun qu'on peut faire, mais on peut les faire dans différents niveaux. Donc on a un cadre flexible d'activités, 4 ou 5 choses qu'on peut faire chaque jour. Je vais vous montrer lesquelles, mais une fois on commence à avoir des progrès, ils doivent devenir plus difficiles et il doit avoir vraiment un balance entre être confortable et que ça devienne plus facile parce qu'une fois je suis trop confortable, je ne progresse pas. Donc, il doit avoir toujours des défis. Il doit toujours avoir beaucoup d'entraînement et de renforcement. On travaille dans 3 façons différentes. On fait des fois avec le cours entier. Et une fois, quand je vais à un groupe, je travaille avec ce groupe-là, de façon spécifique avec ce groupe-là. Et le travail individuel peut se faire avec un autre professeur, avec peu d'enfants. Il y a des choses qui peuvent les faire à la maison où les frères et les parents peuvent aider. Et il faut travailler dans des formes interconnectées. On a vu beaucoup de recherches qui montrent que les enfants apprennent de différentes façons. Un de mes collègues qui a travaillé avec un enfant où il jetait des ballons en l'air et d'autres que le ballon tombait par terre, d'autres il les prenait. Et on doit travailler dans une façon et comprendre qu'il y a différentes aptitudes, mais elles sont tous connectées. Une fois le processus avance, de prendre quelque chose de petit, une histoire petite, on passe à une plus longue, un vocabulaire court, on va passer à un vocabulaire un peu plus grand, à attendre que les enfants visualisent et écrivent ce qu'ils sont en train d'écrire et d'écouter dans l'histoire. Et après, on va les faire bouger de facile à plus difficile. Là, vous avez quelques exemples de choses très simples que nous on fait. Je sais que le monde est divisé en différents types d'instruction et littérature, phonétique ou balance. Le rapprochement que nous on utilise, il est balance, où on fait des travaux, des travails avec compréhension phonétique, mais la compréhension, elle est très facile pour la compréhension littéraire. Tous les enfants peuvent écouter une histoire et vraiment rester accrochés avec l'idée et comprendre l'histoire. La même chose en mathématiques, on se concentre à parler. En mathématiques, on pense à faire des numéros au tableau ou au cahier, mais en parlant, moi, je peux écouter comment tu penses, comment il y a des objets concrets qui vont devenir abstraits et comment si en langage comme en mathématiques, il y a beaucoup de jeux qui peuvent nous aider à comprendre les concepts. Là, vous avez quelques photos de comment ceci se voit. On utilise le sol, on utilise beaucoup le sol puisque c'est très visible, comme ça pour ton ami, pour tes collègues ou pour le professeur. Tout le monde peut voir ce qui est en train de se faire. On utilise aussi des objets, des petits, comme vous pouvez voir, des petits groupes et des gros groupes. L'esprit derrière de ceci est très important dans une salle, puisque le travail du professeur est vraiment de enseigner en grand groupe pour que le groupe petit arrive à suivre le modèle qu'on vient de lui donner. Le langage est très important. On a beaucoup de langage, beaucoup de contexte. Et faire le travail oral dans un langage que l'enfant comprend et après passer à un langage plus difficile. Donc on doit combiner des activités, vous pouvez écrire, lire, discuter. Il y a des différentes façons d'organiser les enfants, pas dans une classe entière, mais il y a des formes dans des groupes comme ça. Et finalement, je peux vous dire que pas seulement pour enseigner dans le niveau correct, mais dans un salon de cours, quand vous entendez beaucoup de bruit, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se donne, où il y a tous les élèves qui sont liés. Donc, beaucoup de fois,
On dit que la méthode est bonne, mais les enfants parlent beaucoup et bougent beaucoup. Et je trouve que c'est important là, pour l'apprentissage. On doit bouger. Peut-être c'est difficile d'apprendre en silence parce que quand on est enfant, on veut montrer, on veut dire, on veut corriger les collègues, les amis. Donc, quand il y a une expression en mots, quand on est un individu, et c'est important ce qu'on veut dire, et notre aptitude de discuter, ça va construire notre confiance. Je sais que vous faites des recherches et on a beaucoup de données. Je vais vous montrer une recherche appelée Punjab qui a travaillé avec 1500 écoles. L'année dernière, ils ont utilisé Teaching at the Right Level. On a fait de 3 mois où on pouvait voir comment ils pouvaient être encadrés. Vous pouvez voir le verre qui a été augmenté. C'est lié à l'histoire. Le verre, c'est lié à l'histoire, qui peuvent lire une histoire. On peut voir qu'en 5e année, ils peuvent comprendre plus parce qu'ils sont un peu plus âgés. Donc en 3e, le cours numéro 3, on a augmenté jusqu'à 57%. Et un 17-20% ne sont pas assis en arrière. Donc, à la fin, en finissant la 3e année, on voit qu'ils se rapprochent et que 80% des enfants peuvent conduire, peuvent utiliser des textes basiques. La même chose avec le 4e cours. Ceci a été fait pendant une année de cours en utilisant Teaching at the Right Level. C'est le programme que nous on a. Et peu importe le programme ou les matériels, à cette heure-ci, on travaille avec tout ce qui est basique et on a pu voir comment le progrès a été évalué. Je sais que j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais faire vite fait. Comment est-ce que ceci fonctionne? On se demande comment est-ce que ceci a commencé, comment tu te mobilises. Donc je vais vous en parler un tout petit peu. Uttar Pradesh, qui s'appelle UP en Inde, c'est un État un département de l'Inde les plus grands. Et si UP améliore, toute l'Inde améliore. Donc ils ont dit, on va faire ceci. Le gouvernement de UP a dit, on va prendre quelques régions. Nous on a dit, non, non, non. Les gouvernements, ils ont dit, si on va le faire pour toute la ville. Et on va le faire 2 fois, 3 fois pour chaque tournée, améliorer. Et on se déplace dans d'autres régions. Donc là, on va attaquer le problème, on va co-créer, on va collaborer. J'étais content quand Xavier il a mis la liste le matin et nous on a fait beaucoup de choses de cette liste-là. Avant d'arriver avec tous les professeurs, on doit se préparer avant d'aller jouer à la Coupe du Monde. On va pas aller juste commencer à jouer, il y a quand même une préparation. Donc on doit approvisionner les leaders et le gouvernement a dit qui doivent être les leaders. Tes leaders, en qui tu penses qui peuvent conduire le programme. Ça doit être des gens qui peuvent bouger le système, qui peut, selon toi, dans ton groupe, dans ton équipe, qui peut être un leader, amène-le parce qu'on va avoir besoin de beaucoup d'énergie, beaucoup de charisme, beaucoup de techniques professionnelles. Mais vous devez inspirer les gens, ce qui est le plus important. Donc, on a eu 4 personnes par chaque région. On a passé 5 jours avec chacun d'entre eux dans différentes sessions, mais 5 nuits de parler, de nous connaître, parce que la partie sociale et émotionnelle ne sont pas que les enfants, ils sont tous très importants. Si tu penses que ceci est important, tu penses que tu peux travailler, tu penses qu'il y a des défis, ces 5 jours-là, on les appelle de formation, mais ce sont vraiment des connaissances pour savoir qui est ton équipe de leaders. Ça suffit pas d'être leader, tu dois le faire toi-même parce que ça suffit pas que le leader arrive. Si tu cuisines et moi j'essaye pas, je suis pas sûr s'il est cuit, non? Donc dans 5 jours, on arrive et pendant les 3 semaines suivantes,
Et souvent, il faut faire une lutte car c'est difficile de faire comprendre pour le changement. On vous a demandé de le faire car cela va les aider. Pendant les 21 jours, on a visité tous. Mais on a fait les visites pour montrer que tu es important, que tu prends 21 jours pour faire quelque chose, alors il est important de te visiter et voir ce que tu as fait. Et pendant ces 21 jours, on mesure, les professeurs mesurent le progrès. Et ce que nous avons vu, c'est que à la fin du pas numéro 3, il y avait presque un 20% d'amélioration d'enfants qui pouvaient lire à un niveau de texte complet. C'est-à-dire qu'il y avait 1% par jour de progrès. Et ils se sont rendus compte que chaque jour est important. Dans mon pays, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais en Inde, il y a beaucoup de jours fériés. Nous avons des élections. euh, il y a des élections dans les écoles, on prend le temps des élèves, après il y a des évaluations. Alors, on voulait que les enseignants comprennent que chaque jour est important et que chaque jour qu'ils passaient sans les enfants, c'était un temps perdu. S'est rendu compte que peut-être ce groupe n'est pas prêt pour ce concept, etc. Et on voyait les changements car les leaders s'appropriaient du programme. Alors, avoir ces adaptations a été nécessaire et en fonction de la taille de l'équipe, quelques leaders devaient entraîner plus de leaders avant d'aller avec les enseignants. Une fois que tu l'as fait toi-même, tu vois le changement et tu deviens un missionnaire, pas seulement un entraînement, mais tu as transformé ton esprit pour montrer que c'est possible parce que moi, je l'ai fait possible, alors toi, tu peux le faire. Alors, les formateurs sont les personnes qui donnent l'appui. Et c'est ce qui se passe pendant cet exercice. On l'a fait avant de Covid et je vais vous montrer les résultats pour l'année 3 et l'année 4. On peut voir le type de changement qu'il y a eu entre. On a travaillé avec 120 000 écoles et très important est qu'on peut comparer cela. Est-ce que c'est bien? 21 jours, les leaders ont 20% d'amélioration en 20 jours et cela peut se faire à une meilleure échelle. Et on a eu des résultats pendant des années. Et quand on a vu les résultats actuels, on voit que chaque année, on a ce programme dans une période courte peut avoir du succès. Alors, si on le fait pendant toute l'année, on peut voir un grand progrès. Si on retourne à là où nous sommes, notre politique nous dit que les enfants doivent arriver à la troisième année. Javier, si tu veux que je parle que cela, je n'ai pas le temps de le raconter ici, car sinon on ne m'invite pas à cette partie du monde. Mais la politique nous dit que on doit réussir à avoir les apprentissages fondamentaux en utilisant avec le niveau correct. Cela nous donne une promesse d'atteindre cela. Et si on peut le faire, vous aussi vous pouvez le faire plus vite. Où est-ce que cela nous laisse?
J'ai cherché ça aujourd'hui car comme nous sommes un pays si grand, on ne voit pas les objectifs globaux qui sont ceux que nous avons ici. On, a, on veut un apprentissage fondamental pour l'année 3 pour que dans l'école primaire et secondaire, ils aient les fondements. Il y a un débat pour définir quelles sont les compétences fondamentales ainsi que pour les compétences de mathématiques. Alors c'est un défi ou une possibilité? Nous avons une politique qui dit ça clairement ou c'est seulement un objectif global? Très souvent, l'objectif global se voit très loin, mais je suis fière que mon pays a une politique très claire et on peut dire que c'est une priorité nationale pour travailler. Comment est-ce que je priorise cela dans la pratique? Est-ce que le système a les ressources? Même si tu n'as pas avoir des ressources supplémentaires, tu peux le faire avec ce qu'on a. Dans notre système éducatif, beaucoup de choses doivent se faire de manière simultanément. Finalement, je crois qu'il est important de réfléchir qu'il faut avoir des changements. Nous devons faire les choses de manière différente. Cette promesse de choses différentes va m'emmener à ce type d'accélération. Très clairement, très sincèrement, comment la politique d'éducation en Inde et que si on n'arrive pas à... Je n'aime pas ce 4,1 car c'est comme une liste. Si on arrive à que les enfants puissent lire une histoire à la fin de l'année 3, que les enfants ne soient pas capables de faire une opération mathématique simple. Si les élèves n'ont pas ces compétences, les chances d'égalité ou de justice sociale ne seront pas réelles. Nous sommes à un point où le système éducatif, nous avons déjà réussi que les enfants soient inscrits à l'école, les mener à l'école, mais en Inde, on a déjà essayé d'amener tous les enfants à l'école et on a abouti à cela car tout le monde a compris que l'éducation est importante. Les parents, les grands-parents, les communautés et les gouvernements, nous travaillons ensemble pour que tout le monde soit scolarisé. Et maintenant, c'est le moment de dire qu'il y a des apprentissages pour tout le monde et que ce n'est pas pour quelques-uns, mais c'est pour tous. Donc, on a besoin d'une poussée pour que chaque enfant ait l'opportunité d'aboutir à un niveau fondamental. Et je crois que c'est une urgence importante. Je crois que j'ai encore 5 minutes. Voilà, c'est tout de ma part. J'ai déjà gagné mon dîner. Et vous aussi. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je suis ici, je suis réveillée. Merci beaucoup pour la présentation. Deux questions. Quand tu parles de groupes grands,
quel est le nombre plus grand que vous avez eu dans un grand groupe et tu peux nous indiquer 2 ou 3 défis que vous avez eus avec ce programme. En Inde, nous avons des différentes densités de population. 60, 70, c'est un groupe grand, mais j'ai vu des groupes dans quelques pays en Afrique avec des enfants, à peu près 100, 120 enfants. Il y a des groupes qui peuvent être assez grands, mais nous avons aussi un nombre limité de professeurs. Il y a beaucoup de défis. Un des défis que nous voyons est que quand on travaille avec des préscolaires, le défi plus grand est que après de laisser de côté le programme d'études de côté, il y a beaucoup de résistance des professeurs et du système. Car ils disent, oui, je comprends la situation, mais qu'est-ce qui se passe avec le programme d'études? Parfois, tu penses que tu l'as fait dans un tour, mais après, tu te rends compte que il faut avoir un autre tour. Et alors, combien, comment se maintenir? Et ensuite, on peut réduire le nombre d'enfants qui sont en retard avec des problèmes qui sont un peu plus complexes que teaching at the rate level. Il y a des programmes de lecture différents, alors parfois les enseignants se confondent en différents programmes. Alors, comment faire la priorisation sur ce qui est important et aligner le système? Ici, vous pouvez vous rapprocher et me poser des questions si vous voulez. Une question finale. Tu as parlé du programme d'études. Est-ce que vous développez le matériel que vous utilisez ou ça fait partie du système? Il y a une période où j'ai parlé de la pratique de classe et nous donnons du matériel simple, des paragraphes, des histoires un peu plus longues. Je ne veux pas donner un texte de l'année de 5e année à un livre de première année car cela affecte l'âge de l'enfant. Alors ce sont des histoires locales avec du vocabulaire, etc. Et on voit très souvent dans la période où nous avons les leaders qu'ils préparent leur propre matériel. Merci beaucoup. Plus qu'une question, c'est un commentaire. J'aime l'idée de l'enseignement par niveau plus que par année. Je crois que c'est quelque chose de simple, pratique et peut fonctionner. Simplement, je voulais commenter cela. Merci. J'ai aussi une traduction si vous avez des questions en espagnol. Donc, j'aimerais savoir s'il y a une frustration avec l'élève, si vous avez une forme de déterminer s'il y a un problème d'apprentissage majeur pour pouvoir l'aider. Merci. Donc, oui, quand un élève il est coincé
Chaque élève déjà, il bouge de façon différente, non? Mais quand il bouge pas, c'est un signal et ça doit nous demander qu'est-ce qui est en train de passer avec cet enfant-là. Donc, dans beaucoup de cas, on demande l'histoire des enfants et dans beaucoup de cas, on écoute des histoires des professeurs, par exemple. Cet enfant-là, il est né de façon précoce ou cet élève-là, il a été très malade quand il était petit ou des choses mauvaises qui se sont données dans leur famille. Donc, on sait que ce ne sont pas de problèmes de frustration, mais quelque chose de plus. En Inde, dans beaucoup de cas, on sait pas quoi faire quand il y a un handicap, quand il y a un problème social. Comment l'amour du prof aide. Je confie en toi, on a du temps, t'inquiète pas. Mais on pense que comprendre le comportement cognitif aide plus les élèves, puisque ceci va nous aider à nous préparer et à rechercher et savoir comment est-ce qu'on peut gérer tout cela. Donc oui, il va y avoir des enfants qui vont rester coincés, mais une fois on écoute l'histoire de l'enfant, on va pouvoir les aider et d'autres fois, juste en leur donnant plus d'attention. Il y a des études de cet effet. Moi, comme je suis grand-mère, j'adore cette théorie-là. Quand vous touchez l'enfant dans le dos, beaucoup de fois, l'expérience qui dit que un petit trou dans le mur ou à l'ordinateur, l'enfant, il peut voir ça et il dit grand-mère. Moi, je pense pas que vous êtes des grand-mères, mais ça peut aider les enfants à avancer. Donc, il faut comprendre la motivation et la confiance. Beaucoup d'enfants migrants, on leur assure que s'il y a quelque chose qui a aidé l'enfant à l'école à sortir de cette manque de confiance, ça peut leur aider. On a fini avec le temps. Merci beaucoup. Moi, je peux faire, pas de problème. Je m'excuse. J'ai deux questions. Quelle structure de support avez-vous pour faciliter ce programme que vous êtes en train de faire au niveau de l'entraînement des professeurs, un suivi aussi au niveau de chaque élève et le besoin spécifique? Quelle structure avez-vous? On travaille avec ce que le gouvernement est en train d'avoir pour toutes les profs de l'année. Donc, on a 10 jours d'entraînement pour les enfants pour leur donner vraiment, ça peut être au niveau de l'État ou de département. Donc, on utilise ce temps-là pour un programme comme celui-là. Et dans ce temps-là, quelques personnes un peu plus tard peuvent voir qu'il y a des priorités. Donc, une fois on a créé, on utilise des gens à l'intérieur du système. Et notre système a déjà des profs et ce qu'on appelle nous des coordinateurs qui ont comme 20 ou 30 écoles à leur charge. Et ils ont un meilleur niveau, par exemple 100 écoles sous eux. Donc ces gens-là, dans une période de 20 ans, ils ont fait partie de numéros d'école. Ils donnent les idées qu'ils en ont, mais une fois le système a passé, comment je change le rôle de l'inspection de l'école et comment supporter l'apprentissage des élèves et aider les profs. Par exemple, la conversion des élèves et les leaders dans le niveau des pratiques et l'apprentissage au lieu d'être leader d'inspection scolaire. L'attention de chaque enfant peut venir d'une méthode simple d'évaluation. Avant de commencer, je veux connaître tous les enfants. C'est une méthode qui prend 5 minutes. Les enfants aiment bien parce qu'ils s'assoient avec le professeur.
Et le prof, dans beaucoup de cas, il va prendre pas juste les données quand ils sont nerveux, beaucoup de choses. Donc, je vous donne un panorama idéal. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut avoir des missions de leaders qui croient que les changements peuvent se donner dans mon système le jour d'aujourd'hui. Donc, on travaille de façon forte avec les leaders pour être sûr que chacun est un croyant, pas juste avoir de bonnes mains, il faut avoir un bon cœur, mais s'il y a pas beaucoup de cœur, ça se perd. Donc, beaucoup de fois, il faut avoir le cœur pour faire ce que vous êtes en train de faire. Et je pense que il n'y a pas vraiment une réponse pour tout, mais comme équipe, on entend beaucoup de choses et on entend des fois que les bases, il y en a des réunions de révision et on commence à parler avec beaucoup de numéros et on dit ah les enfants pauvres, pauvres, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire les choses. Et ils disent cet enfant-là, il a ce problème-là et c'est ça ce qu'on est en train d'essayer. Une fois c'est spécifique pour l'enfant et on a identifié les écoles, on sait qu'on peut avancer. Que ceux qui ont besoin reçoivent votre attention. Est-ce qu'il y a eu un changement culturel au niveau du système de l'éducation? Merci beaucoup. Et votre réponse, vous avez répondu ma réponse suivante. Les parents font partie de ceci, parce que les parents jeunes, ils n'ont pas nécessairement l'éducation, ou ils ont eu une très bonne éducation, ou ils ont eu de bonnes aspirations. Nous, on les invite à travailler avec nous. Des choses très simples que vous faites à la maison, que vous pouvez faire. Merci. Merci beaucoup pour les efforts et le travail. C'est incroyable ce que ce programme provoque. Et je ne parle pas seulement des succès au niveau de la compréhension de lecture, mais je parle surtout au niveau émotionnel, l'impact d'avoir un enfant plus grand qui partage avec un enfant plus petit, l'engagement de la communauté. Nous avons des expériences des membres de la communauté qui étaient des leaders des programmes, pas le professeur ni le directeur, mais les membres de la communauté qui étaient les leaders. Et les résultats, comme tu l'as bien expliqué, en 3 mois, nous avons réussi à augmenter ou améliorer la compréhension de lecture de nos enfants en presque un 38%, 37, et quelques en 3 mois. Malheureusement, on a été affecté par le financement que vous connaissez déjà, mais nous voyons maintenant comment est-ce qu'on reprend. Définitivement, c'est un programme qui a un impact immédiat dans les apprentissages des enfants, mais surtout sur la communauté et la partie sociale et émotionnelle. C'est incroyable que quand un enfant comprend un texte, sa vie change. C'est comme celui qui ne peut pas écouter et on lui met un appareil pour écouter. C'est exactement le même phénomène. Je ne voulais pas laisser passer l'opportunité de remercier en personne pour le travail fait, mais surtout pour donner un témoignage de l'effectivité de ce programme. Et ça, c'est un succès de cette réunion que nous avons ici maintenant, Javier. Merci beaucoup. Comme un annoncement,
Mais c'est vrai, c'est pas seulement pour lire. Et la raison avec les enfants plus grands, c'est qu'il y a des... Quand on parle de 5, avec des enfants qui sont plus âgés, de 8 et 9, ils savent déjà qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose et ils n'ont pas besoin de grands mots. Parfois, ils baissent la vue, ils parlent à voix basse et quand ils peuvent le faire, on peut voir comment les yeux brillent et cette sensation de succès, car ils commencent à croire en eux-mêmes. Ce pourcentage est haut pour nous, car quand j'arrive à cela, et c'est comme dire, quand j'ai 65 ans, je peux dire comment je vais aller au Guatemala qui est si loin. Mais je vais vous laisser avec deux pensées, deux incidents. Comment est-ce qu'on fait l'évaluation de l'impact? Chaque numéro a une histoire. Les étudiants me donnent la foi que c'est réel. Nous sommes allés à une école et quelques enfants qui ont allé à un niveau plus haut, quelques-uns m'ont dit, nous aimons les histoires qu'on nous donne, mais je peux te montrer les histoires que nous avons écrites car elles sont meilleures. Car quand ils apprennent à lire, c'est comme un démon. Ils doivent être alimentés. Nous avons 150 millions d'enfants qui doivent apprendre à lire des histoires. Comment le professeur commence à écrire. L'autre anecdote est une école que j'ai visitée à la fin du programme. J'arrive à l'école, il y a des enfants dans la récréation et ils nous ont demandé, tu aimes le langage ou mathématiques? Et les enfants ont dit, mathématiques. Je fais des questions simples ou difficiles? Sans doute, tous les enfants ont dit difficile. Et ça, c'est aussi de la confiance. C'est, donne-moi une preuve. Donne-moi des problèmes difficiles et moi, je vais les résoudre. C'est ce qu'on veut créer, qu'ils puissent se gérer eux-mêmes et dire, je veux aider. Maintenant, c'est fini. No tengo online. J'ai travaillé dans le secteur pendant les 20 dernières années. Tout le monde veut avoir des réponses pour que, pour que tous les enfants apprennent. Il est facile à voir que tous ceux qui ont accès arrivent et se trouvent en retard. Et le professeur
ne fait pas attention en général à celui qui est en retard. Et il faut changer cela. Notre solution, c'est teaching at the right level. Enseignement au bon niveau. D'abord, nous faisons des activités, on parle de choses personnelles, on se connaît. Cela les rend plus tranquilles. On commence toujours par l'évaluation, montrer l'alphabet, les mots, des paragraphes. On peut, comme ça, identifier le niveau. Ensuite, on les agroupe en fonction du niveau. Et le niveau de chaque enfant, on les groupe par niveau. Ils apprennent plus facilement de cette manière. Les activités sont divisées en 3 parties. La première partie, ce sont des activités de groupe qui ne demandent pas de lecture, mais d'écouter, de regarder les mots. Ensuite, on va à des groupes petits et on commence à connaître des lettres et des mots. Et quand ils connaissent les mots, ils peuvent lire des paragraphes. Et quand ils commencent à lire un paragraphe, ils peuvent écrire et du travail individuel. Dans le programme de 50 jours, les enfants se sentent bien avec eux-mêmes. Ils croient en eux-mêmes et c'est le plus grand point fort qu'on peut leur donner. J'ai travaillé avec différents groupes de professeurs. Nous avons le centre où nous évaluons. Nous menons des études conduites où les enfants arrivaient à un complément de lecture. Ce qu'on essaye de faire, c'est appuyer des gouvernements et des organisations qui essayent d'adopter le programme pour apprendre le mieux possible. On a eu des améliorations avec ce programme. Ce programme est très bon. L'année dernière, nous sommes arrivés à 8 millions d'enfants. Et une fois qu'on fait ça dans le pays, cela va se normaliser, ce type de programme. Le programme en Zambie a été mis en place en 1800 écoles et on espère qu'il arrivera à 1800 écoles. C'est une forme de donner de la force aux enfants et ça peut signifier des choses bonnes. Les enfants ne résistent pas à l'éducation, c'est seulement la forme. Je pense que donner leurs enfances aux enfants, c'est c'est augmenter leur autoestime. Merci pour nous avoir vus. Simplement, je remercier Rukmini pour avoir partagé cette très belle expérience avec nous. C'est vraiment inspirateur. On vous espère l'année prochaine aussi. Et je reste avec la phrase de Rukmini, on est encore à temps. On est à temps de changer cette réalité. On est à temps de changer ce 70% des enfants qui ne savent pas lire. On est ici pour ça, pour transformer ces réalités-là. Donc, un applaudissement encore une fois pour Rukmini. Et donc, profitez bien du dîner, parce que demain, on vous attend ici à 8h30.